Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Une adolescente de 16 ans agressée par un jeune du même âge la semaine dernière alors qu'elle faisait son footing au Tahara. Après 4 jours d'ITT et un traumatisme toujours présent, vous entendrez son témoignage dans ce journal. L'agresseur présumé a été interpellé quant à lui et hospitalisé en psychiatrie. En ce mois de fête, le message des autorités est clair, tolérance zéro sur les routes, les contrôles s'intensifient. La nuit dernière, la gendarmerie et la police municipale étaient déployées sur Punaouia et Fa'a pour détecter l'alcool et les stupéfiants. L'Assemblée de Polynésie ouvre sa session budgétaire à partir de demain. Les représentants doivent examiner le budget du pays. Et pour en parler, le représentant non inscrit Nui Haulore est notre invité ce soir. Il nous dira quelles sont les attentes de l'opposition en matière de lutte contre la cherté de la vie. Et nous ferons un rapide tour d'horizon des dossiers politiques. 85 ans et toujours autant de dextérité pour manier l'aiguille. Rencontre avec Jeanne Dalbos, piquée à l'art du tifeifei à l'aube de sa retraite. Une passion qui l'occupe désormais 7 heures par jour. Et puis notre rubrique du dimanche soir en fin de journal, Fénois d'avant, nous ferons un bond en 1978. La communauté chinoise célébrait alors l'année du cheval. Elle fera son retour en 2026, justement. Merci d'être avec nous. On commence donc par cette agression au Tahara la semaine dernière qui a choqué les habitants de Mahina. Une jeune fille de 16 ans a été violentée par un garçon du même âge, hospitalisée depuis en psychiatrie. La famille de la jeune joggeuse témoigne aujourd'hui. Mérénie Gamblin, Patrick Tinting. Une présence rassurante pour lui redonner de la force, car revenir ici, c'est revivre le traumatisme. Mardi dernier, peu avant 17h, Ivatea se repose sur un de ses bancs après son jogging habituel. C'est alors qu'un jeune homme l'étrangle par derrière et tente de lui voler son téléphone. Elle tremble encore en nous racontant. Il a continué à m'étrangler et ensuite j'ai essayé de le griffer sur le visage et je pense qu'il a eu mal, donc il a un peu relâché et c'est là où j'ai pu baisser ma tête. Il a pris ma tête, il a cogné sur le banc et il a pris mes cheveux et il a tiré et il s'est enfui. Quand je suis toute seule, je repense tout le temps à la scène et je panique souvent, quand je dors surtout. Résultat, 4 jours d'ITT et des souvenirs éternellement douloureux. Ivatea connaissait son agresseur du même âge qu'elle. Ses parents sont bouleversés et veulent aujourd'hui alerter. On n'est plus en sécurité quand on fait du sport et même en plein jour. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. J'ai éduqué mes enfants, j'étais sévère sur eux. Je suis fier de mes enfants, ils sont tous arrivés. Et puis voilà, ça arrive à ma petite fille comme ça. Ça fait mal. Mais non, moi, j'en veux pas. Je ne suis pas là pour esquinter encore ce jeune-là. Mais c'est pour dire que ça, faut arrêter. La gendarmerie se situe à quelques mètres seulement du lieu de l'agression. La famille a dû attendre l'heure d'ouverture le lendemain pour porter plainte. L'agresseur présumé serait atteint de troubles psychiatriques. Il a été interpellé le lendemain de la commission des faits, le lendemain matin. Il a été placé en garde à vue et il a terminé sa garde à vue par un placement en établissement spécialisé à Pirée. Le gendarme assure que d'autres caméras doivent être installées au Tahara, mais Ivatea, elle, ne reviendra plus jamais courir toute seule. Sécurité toujours sur les routes cette fois. Les contrôles s'intensifient en ce mois de décembre. La nuit dernière, la gendarmerie et la police municipale ont installé 6 points de contrôle entre Punaouia et Fa'a. L'objectif est clair, renforcer la présence des forces de l'ordre sur la route et prévenir les comportements dangereux au volant. On voit cela avec Rehei Najarian et Mirko Vanfo. Aucune échappatoire, avec comme mot d'ordre une tolérance zéro. Il est 22h à Fa'a. La gendarmerie, en collaboration avec la police municipale, est déployée sur le terrain. Voitures et scooters sont contrôlés en masse et les usagers de la route se prêtent au jeu. Je travaille nocturne aussi tous les soirs et j'ai l'habitude des contrôles chaque soir, enfin, de temps en temps. C'est important. Oh, pour moi, ça trouve que c'est important aussi de faire des fois des contrôles. Hein. Et surtout pour les accidents en ce moment. Il y a beaucoup d'accidents. Voilà. Là, vous êtes en règle? Oui, je suis en règle, moi. Autre point de contrôle stratégique, le parking de ce fast-food à Punaouia. Ici, l'accent est mis sur la détection de produits stupéfiants.
Avec l'appui d'un chien renifleur, il n'aura pas fallu longtemps avant les premières découvertes. On a trouvé quelques sticks sur un individu qui a tout de suite reconnu que ces sticks de cannabis lui servaient à la consommation. Quelle est la procédure alors? Donc là, on fait une procédure simplifiée sur terrain, donc on auditionne immédiatement la personne. Voilà. Et puis à l'issue, on fait un compte rendu au parquet. Tout dépend si la personne est connue judiciairement ou pas. Et puis c'est le procureur qui donne une réponse pénale à l'encontre de cette personne. Ces contrôles routiers sont organisés dans le cadre d'une réquisition du procureur de la République. Les forces de l'ordre sont donc habilitées à procéder à des vérifications plus poussées, telles que la fouille du véhicule. L'idée, c'est d'intercepter les flux qui nous paraissent suspects pour prévenir donc, la délinquance routière, évidemment, mais aussi tous les transports de stupéfiants, les conduites sous l'empire de stupéfiants ou l'état alcoolique, et puis rechercher les personnes qui peuvent l'être. Depuis le début de l'année, 30 décès ont déjà été enregistrés sur les routes du Fénois. Les forces de l'ordre l'assurent, les contrôles seront renforcés durant la période des fêtes afin de prévenir au maximum les comportements dangereux. Un mot de politique à présent. Demain s'ouvre la session budgétaire à l'Assemblée. À l'ordre du jour pour les 57 représentants de Talaheuil, le budget du pays, avec notamment la réforme de la TDL ou encore la création du Fonds pour la lutte contre la cherté de la vie et le développement de la concurrence. Et pour en parler, Nuiho Loret est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc représentant non inscrit et vice-président de Ahere Polinitia. La session budgétaire s'ouvre donc demain. Déposerez-vous des amendements ? Non, on a choisi de ne pas déposer d'amendements, contrairement à l'année dernière où nous avions déposé une quarantaine d'amendements. Et ça parce que finalement, on le voit, le débat existe peu en séance. Tous nos amendements l'année dernière ont été rejetés quasiment. Donc on a fait des observations en commission, mais on va débattre. Mais on voit bien que le gouvernement est maintenant dans ses choix et qu'il n'y a pas possibilité de discuter et d'amender finalement ce budget. Vous baissez les bras? Non, en fait, on fait un constat, le constat que la majorité et le gouvernement maintenant sont dans une forme de déni de réalité qui empêche vraiment de discuter, d'être constructif sur des mesures, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Alors justement, il y a un an, presque jour pour jour, lors de l'adoption du budget pour cette année 2025, l'année s'achève. Le président du pays avait annoncé, je cite, « passer à la vitesse supérieure en 2025 ». C'est la fin de l'année. Quel regard portez-vous sur cette vitesse supérieure ? Le budget est quasiment le même en montant. On n'a quasiment pas bougé à 170 milliards. Après, c'est vrai qu'on est passé à la vitesse supérieure en matière d'impôts et de taxes qui augmentent énormément parce qu'on a modifié le code des impôts à plusieurs reprises sur le RNS, sur les taxes concernant les alcools, le tabac, le vapotage, même la taxe de séjour qui est contestée par les communes. Donc il y a un accroissement de la pression fiscale alors que l'inflation est toujours là. Et donc nous sommes en opposition à cette politique. Parce que effectivement, l'inflation, c'est un impôt supplémentaire qui est prélevé dans la poche des Polynésiens. Et au contraire, quand le pays a autant d'argent dans ses caisses, à des records historiques. 50 milliards à peu près de matelas. Oui, un peu plus même. Nous pensons qu'il faut au contraire une baisse massive de la pression fiscale, mais en même temps une diminution des dépenses et des investissements productifs. Et on n'est pas du tout dans cette épure. Et pourtant, il y a eu d'autres mesures, le prêt à taux zéro, la réforme des tarifs de bus, la revalorisation des aides sociales, la baisse du carburant là récemment. Vous allez étudier la réforme de la TDL qui est très attendue, ce fonds pour la lutte contre la cherté et le développement de la concurrence. L'opposition peut-elle décemment continuer à dire que rien n'est fait pour lutter contre la cherté de la vie ? On va prendre cet exemple, celui de la TDL. La TDL a été créée en 1997 dans un contexte où on venait de mettre en place la TVA et donc de supprimer les droits d'entrée. C'est une mesure qui devait être temporaire. Et finalement, le temporaire a duré plus de 20 ans et le Taveuni était lui-même d'accord pour réformer et supprimer ce type de dispositif, comme le FRPH. Pourtant, ça n'est pas fait. Et nous, le constat que nous faisons, c'est que finalement, le Taveuni qui a critiqué quasiment toutes les mesures qui avaient été prises par les autonomistes, quels qu'ils soient, durant ces dernières années, finalement reprennent exactement les mêmes mesures, les ajustent à la marge, et alors que la situation économique mondiale a changé, le fonctionnement de l'économie polynésienne a changé, il faut vraiment réformer, pas uniquement les établissements publics, mais aussi le fonctionnement du gouvernement, le fonctionnement de l'administration. Et on n'est pas du tout dans cette démarche. Au contraire, on voit qu'il y a des divisions au sein du Taveuni et que sur ces sujets économiques, finalement, c'est le statu quo en fin de compte.
Alors, un mot de politique. La semaine dernière, sans surprise, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent sur la demande du Tavini et de l'Assemblée qui veulent imposer à l'État l'ouverture d'un dialogue sur la décolonisation dans le cadre de l'ONU. La stratégie du Tavini, c'est d'épuiser tous les recours. Est-ce que c'est un combat politique qui n'est certes pas nouveau, mais qui vous inquiète aujourd'hui ? Qui est incompréhensible parce que le dialogue avec l'État, il existe tous les jours. Tous les jours avec le haut-commissaire, tous les jours avec les différents ministres. Mais ça n'avance pas suffisamment vite pour le Tavini. Il faut que le Tavini sache ce qu'il veut, parce que s'il souhaitait l'indépendance, il demanderait un scrutin d'autodétermination, ce qui n'est pas le cas. On voit entre la position du président du pays, Moïtei Broderson et Oscar Temaru, que la vision de l'indépendance n'est pas la même. Donc demander à l'État de trancher et surtout demander à l'État de faire finalement le travail que le Tavini devrait faire, c'est-à-dire proposer une vraie politique d'indépendance, ce n'est pas le rôle de l'État. Comme je le dis, le président du pays est en contact avec le haut-commissaire et avec tous les services de l'État tous les jours. Donc il y a un dialogue. Par contre, l'État n'est pas là pour organiser l'indépendance pour les indépendantistes. C'est un choix politique et il faut que le Tavini sache exactement ce qu'il veut proposer à la population. Comme je disais sur le budget, finalement, le Tavini a critiqué ces mesures pendant des années et des années en disant qu'eux allaient changer, allaient réformer, allaient transformer l'économie. Aujourd'hui, on est exactement dans les mêmes systèmes, les PPN, les PGC, le FRPH, la TDL. Il n'y a aucune nouveauté finalement dans ce qui est proposé par le Tavini, alors que c'est l'avant-dernier budget de la mandature. Si je mets de côté le dernier qui ne sera pas exécuté, donc ce n'est pas un budget d'ajustement, c'est un budget qui montre vraiment quels ont été les choix de politique publique durant cette mandature. Et on voit qu'il n'y en a aucun, en fin de compte. Alors, une dernière question et un dernier dossier important. La présidente de Aheri Apolinetia et députée Nicole Sanquer part ce soir à Paris où doit être étudié l'élargissement des compétences des communes à l'Assemblée nationale. Elle est la rapporteure du texte. Cette proposition de loi avait été rejetée par l'Assemblée de Polynésie. Pour le président Moïtei Broderson, les communes ont déjà du mal à appliquer les compétences qu'elles ont déjà. Est-ce que ce texte ne met pas la charrue avant les bœufs pour le coup ? Non, en fait, ce texte est soutenu par quasiment tous les maires, 47 sur 48. Il y a juste Oscar Temaru qui s'est prononcé contre en disant que ce n'était pas le sujet pour lui. Son sujet, c'était l'indépendance. Mais en fait, c'est un texte qui montre toute la difficulté pour les communes d'exercer des compétences qui ne leur sont pas dévolues, mais qu'elles exercent quand même, en réalité. Et donc, c'est une manière, finalement, de privilégier l'expérimentation sur le terrain avant de passer par la législation, une loi de pays pour permettre aux communes d'exercer pleinement ces compétences. Donc, c'est vraiment un texte de bon sens et c'est pour ça, je pense, qu'il est soutenu par tous les maires, indépendamment de leur idéologie. Merci Nui Hauloré d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous siégez avec les non-inscrits à l'Assemblée. La session budgétaire s'ouvre demain et vous ne déposerez pas d'amendement. Merci. On reparle de Miss France à présent. Après le sacre de Hinaupoko Devez hier, la nouvelle reine de beauté enchaîne sollicitations des médias et shooting photo. Aujourd'hui, elle répondait à nos confrères de France Info sur la cause qui lui tient à cœur, la santé mentale. On l'écoute. Peu importe le genre, peu importe le statut social, peu importe l'âge, peu importe la culture, c'est quelque chose qui touche à l'humain. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait tout simplement ouvrir et déstigmatiser sur ce sujet pour que les gens n'aient plus peur d'oser dire qu'ils ne vont pas bien. On est dans une société où on a tendance à forger les gens à avoir un caractère dur, à ne pas montrer ses faiblesses. Or, justement, les faiblesses font qui nous sommes humains. Moi-même, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu une petite période de down et je n'avais jamais entendu de témoignage à cette époque à qui m'identifier. Donc j'ai osé porter mon expérience face à 8 millions de téléspectateurs et montrer que si moi-même je peux en parler, c'est que tout le monde peut oser en parler. Et si la couronne revient pour la 5e fois à Miss Tahiti, Hinaupoko Devez a aussi passé une partie de son enfance dans un petit village du Gard, Pompignan. Les 1800 Pompignanais se souviennent d'elle et l'ont eux aussi soutenue hier. Réaction recueillie par nos confrères de France 2. C'est une petite fierté du village. C'est une fille du village, c'est une copine d'enfance, donc c'est important. Même si elle est née à Tahiti, elle a été pompignanaise toute son enfance. La finale de Miss France 2026 était 100% pacifique entre Tahiti, victorieuse grâce au vote du public, et la Nouvelle-Calédonie. Juliette Collet, originaire du Caillou, reçoit donc l'écharpe de première dauphine. Une soirée pleine d'émotions également pour la jeune Calédonienne. Reportage de nos confrères Caroline Antich-Martin et Véronique Betts de Nouvelle-Calédonie, la première.
Miss France 2026 est et restera Miss Tahiti. Miss Tahiti! Un face-à-face final 100% océanien, mais c'est Ina Upoko Devez qui décroche la couronne de Miss France et Juliette Collet celle de première dauphine. Une soirée sans faute pour la jeune Calédonienne de 23 ans qui a impressionné le jury par son allure et sa beauté, mais aussi son aisance et ses messages. S'il y a des jeunes qui nous écoutent que je peux encourager, j'aimerais vous dire, si un jour on vous a traité de bizarre, soyez le plus bizarre possible, car c'est votre force. Une allusion à ses origines métissées. Pour reprendre son expression, Juliette Collet a un pied dans un champ de lavande et un pied dans les champs d'igname. Une tête bien faite dans un corps bien fait, la jeune femme est titulaire d'une licence d'océanographie et d'un master en gestion des risques naturels. La voici investie d'une nouvelle mission, porter haut les couleurs de la Nouvelle-Calédonie. Ça nous fait du bien, on en avait besoin. Alors, merci le pays et je suis sentie, j'ai pris Juliette Collet sera tout au long de l'année 2026 le joker de Miss France. Elle pourra, le cas échéant, représenter la France pour d'autres concours, comme Miss Monde ou Miss Univers. Retour à Tahiti avec un mot de sport. L'association Varua Swimrun et la Fédération tahitienne de triathlon ont organisé la première édition de la Varua Survivor, aujourd'hui à Papeari. 3,6 km de course à pied et de natation. L'objectif était de faire 10 tours, si possible. Une partie des fonds récoltés pendant cet événement seront reversés à l'association Les Prémas de Polynésie, qui s'occupe des bébés les plus fragiles et nés trop tôt, comme l'explique la présidente de l'association Varua Swim. Elle répond à Heyari Tayata et Marcel Bonneau. On a voulu créer cette course justement pour, sur la performance de chacun et en solo. Mettre un format en solo. Et il s'avère que justement on voulait mettre en qualitatif. Et ça collait bien avec les prématurés puisque la survie, c'est toujours en solo. Comment ça se passe alors pour aider l'association des Prémas? Pour aider l'association des Prémas, ils peuvent justement faire un don sur la page Facebook. Ou sinon, normalement, on reconduit cette course toujours avec la même association, les Prémas de Polynésie, pour justement une partie des fonds leur est versée. Peut-être des idées cadeaux pour le Père Noël en mal d'inspiration. Le 18e salon de Noël a ouvert ses portes au Parc Expo de Mamao. 56 artisans représentant plusieurs archipels y sont rassemblés jusqu'au 24 décembre. Les visiteurs y retrouvent bijoux, tifeifei, sculptures, vanneries et décorations issues du savoir-faire traditionnel. On écoute les précisions d'une des exposantes venue de Wainé. Elle répond à Mirko Vanfo. Il y a 39 stands et 56 exposants des 5 archipels. Il y a de la vannerie, de la sculpture, de la couture et des coquillages, bien sûr. À partir de mercredi, différents ateliers seront mis en place sur les coquillages, la vannerie et la sculpture. L'artisanat est un métier et parfois juste une passion. C'est le cas pour Jeanne Dalbos. À 85 ans, elle coud des tifeifei pour les offrir à ses proches, le plus souvent. Un hobby né à sa retraite et qui ne la quitte plus. Rencontre signée Heyari Tayata et Marcel Bonneau. À 85 ans, Jeanne Dalbos vit désormais de sa nouvelle passion, la confection de tifeifei. Plus de 7 heures par jour, toute l'année, et attention, impossible de lui retirer une aiguille ou un tissu des mains. Pour moi, c'est de l'art, c'est quelque chose d'agréable à faire, quoi. Je représente des ourous. Parfois, je ne sais même pas, j'ai un dessin là, j'ai créé une nappe, le dessin m'a plu. Ce qu'il représente, je ne saurais pas le dire, mais ça me plaît, je me suis mise à coudre comme ça. Originaire de Mont-de-Marsan, Jeanne découvre les étoffes polynésiennes en 1985 lors de son premier séjour à Tahiti. 10 ans plus tard, lorsqu'elle revient en Finnois, c'est une évidence. En revenant ici, quand mon mari était à la retraite, on est venu vivre ici. J'ai voulu savoir quoi faire. Donc j'ai appris à le coudre. Mais je ne savais pas toujours comment on pouvait faire un grand dessin comme ça. Alors je suis allée voir à la mairie, il y avait une démonstration de fabrication de tifeifei. Alors j'ai dit à mon époux, je reviendrai quand je saurai et que j'aurai compris. Effectivement, j'ai compris et après j'ai tout fait moi-même. Cela fait bientôt 30 ans que Jeanne est à la retraite et depuis, tous les mois, elle réalise un nouveau tifeifei entièrement cousu à la main.
Au départ, il y a eu des tiféfés, ça a eu un changement ou du fait que les tiféfés sont vendus déjà préfabriqués, on va dire, et puis après ils finissent à la machine à coudre. Mais elle, ce qui l'intéressait le plus, c'est de faire tout à l'ancienne, elle-même, comme c'était fait autrefois. Je pense que c'est un talent qu'elle avait elle depuis toujours. Mais au-delà du talent et de la technique, c'est surtout une véritable passion qui l'anime. J'en ai plein dans la tête à faire, il faut que je fasse. Si mon petit-fils se marie, il faut que je fasse son tifé en rouge et blanc. Ça, c'est impératif, les tiarés et tout. Et maintenant, c'est que j'ai 10 arrière-petits-enfants. Et je tiens à ce qu'ils aient tous un tifé fait. Alors, tu vois, j'ai du travail. À 85 ans, vous pensez avoir le temps? Certainement, ben oui, j'ai le temps. Mais oui, je vais tenir. De temps en temps, Jeanne vend ses tiféifés au prix de 50 000 francs pacifiques, mais elle ne court pas après la clientèle. Ce qui compte pour elle, c'est d'avoir encore beaucoup de journées à coudre tranquillement dans son canapé. Ça demande quand même beaucoup d'heures. Comme chaque dimanche, nous plongeons à présent dans les archives de Polynésie la Première avec notre rubrique Fénois d'avant. Retour en 1978 à l'occasion du Nouvel An chinois. Cette année-là, la communauté fêtait l'année du cheval. Ce sera celle que nous célébrerons également en 2026. La semaine de festivités, saluant l'avènement de l'année du cheval, s'est achevée en apothéose hier à la Maison des Jeunes, Maison de la Culture de Paohai. Pour la deuxième année consécutive, l'association culturelle Wenfa a réalisé le tour de force de faire collaborer toutes les associations chinoises de Tahiti. Dès 8 h du matin, sous le patronage de Terry Sanfort, maire adjoint de Papeete, une foule nombreuse s'est déplacée pour visiter les différents stands. Vers 10 h du matin, la partie spectacle de cette journée a débuté avec une danse du lion. Danse du lion exécutée par le groupe du professeur Chuck, venu spécialement de Honolulu pour l'occasion. Kyohi Fachoy et à l'année prochaine. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, c'est l'agression d'une jeune fille de 16 ans la semaine dernière. Alors qu'elle faisait son jogging au Tahara, l'agresseur présumé a le même âge. Placé en garde à vue, il a été hospitalisé en psychiatrie. Une enquête est en cours, mais la jeune fille, comme sa famille, reste évidemment choquée. À suivre, la série Zorro, puis le documentaire Lucie en Australie. L'information locale continue dès demain matin, 6 h en radio avec Heyari Tayata et Tawarili. On se quitte sur les illuminations de Noël de Papeete. Très belle soirée à vous sur la première. À demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.